Ma femme m'a présenté son oncle, le fils du président d'une grande banque. Avec ses parents, ils se sont moqués de moi parce que je n'avais que le bac. Quand j'ai menacé de fermer mon compte, ils ont ri. Mais quand j'ai réellement fermé mon compte de 7 milliards d'euros. Écoutez, je vais être direct avec vous d'emblée. Je n'en ai jamais eu rien à faire de ces jeux de statut ridicules qui semblent consumer la moitié des gens dans ce pays. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Tout ce truc du « ma voiture est plus grosse que la tienne », mon titre de poste a l'air plus chic, j'ai fait HEC, donc je suis automatiquement plus intelligent. Ça transforme les cocktails en concours de celui qui a la plus grosse. À 34 ans, j'avais ce que la plupart des gens tueraient pour avoir, un mariage solide avec Claire, une femme qui pouvait me faire rire aux larmes et qui était absolument magnifique en tout, du survêtement à la robe de soirée. J'étais aussi le consultant principal pour une société de logistique que j'avais littéralement bâtie à partir de rien, en commençant avec un ordinateur portable déglingué et plus de détermination que de bon sens. Mais voici le plus intéressant. La plupart des gens n'avaient absolument aucune idée de la véritable ampleur de ce que j'avais accompli. Vous voyez, mon parcours n'était pas exactement ce qu'on appellerait impressionnant sur le papier. Je n'étais pas diplômé d'une grande école de commerce prestigieuse avec une spécialisation en « comment être prétentieux ». Et pour cause, je n'ai jamais mis les pieds à l'université. Après le lycée, pendant que mes camarades s'endettaient lourdement pour étudier des matières qu'ils n'utiliseraient jamais dans le monde réel, j'ai sauté directement dans le monde du travail à 18 ans. Traitez-moi de fou, mais je pensais que l'apprentissage par la pratique valait mieux que l'apprentissage par la théorie, et ce, n'importe quel jour de la semaine. Mais voici ce que personne ne semblait comprendre, j'avais ce don étrange pour 3 choses qui comptent vraiment en affaires. Les chiffres, les systèmes et les gens. Les chiffres ne vous mentent pas comme le font parfois les gens. Les systèmes fonctionnent ou ne fonctionnent pas, il n'y a pas de juste milieu pour cacher la médiocrité. Et les gens, eh bien, une fois que vous avez compris ce qui les motive, vous pouvez construire quelque chose d'incroyable ensemble. Au fil des ans, j'avais transformé ce talent en quelque chose dont la plupart des gens ne font que rêver. Grâce à des investissements intelligents, et je parle du genre de risque calculé qui rendrait un croupier de Monte-Carlo nerveux, j'avais amassé ce que la plupart des gens considéreraient comme une petite fortune. Mais ce n'était même pas la moitié de l'histoire. Finalement, je suis devenu le propriétaire silencieux de multiples entreprises internationales. On parle d'entreprises couvrant 3 continents, actives dans des domaines allant de la logistique d'expédition aux startups technologiques, en passant par des projets immobiliers qui redessinaient les horizons des villes. Le plus drôle? Je vivais toujours comme un type ordinaire. Donnez-moi un vieux jean et un t-shirt confortable plutôt qu'un costume 3 pièces guindé, n'importe quel jour. Je conduisais une voiture fiable qui m'emmenait d'un point A à un point B sans tomber en panne, pas une voiture de sport à pas accent grave l'œil qui criait « Regardez-moi ». Je compense quelque chose. Ma maison était belle, mais pas ostentatoire, des meubles confortables, une bonne cuisine où Claire pouvait exercer sa magie culinaire, et un bureau à domicile d'où je pouvais diriger mon empire en paix. La plupart des gens, et je parle même de ma propre famille ici, me regardaient et ne voyaient qu'un travailleur moyen parmi d'autres. Ils me voyaient aux barbecues familiaux, portant les mêmes vêtements décontractés que j'avais depuis des années, parlant de choses normales comme le sport et la météo, et ils me classaient mentalement comme le mari de Claire, qui travaille dans la logistique, ce qui, techniquement, était vrai. Il se trouvait juste que je possédais aussi les entreprises de logistique. Même Claire, la pauvre, savait que j'avais de l'argent. Elle n'était pas stupide, et elle pouvait voir que nous vivions confortablement, que je ne stressais jamais pour les factures, et que je pouvais nous offrir de belles choses quand nous en avions envie. Mais elle n'avait pas le tableau complet. Elle savait que j'avais du succès, mais elle ne savait pas que j'avais un succès du genre « acheter un petit pays ». Et honnêtement, je trouvais ça parfaitement bien. Il y a quelque chose à dire sur le fait de rester discret. Quand les gens ne savent pas que vous êtes riche, ils vous traitent comme un être humain au lieu d'un distributeur de billets ambulants ou d'une opportunité de réseautage. Les conversations sont authentiques au lieu d'être calculées. Les gens vous invitent à des événements parce qu'ils apprécient vraiment votre compagnie, pas parce qu'ils veulent quelque chose de vous. C'était une vie simple, et j'en étais content. Avec le recul, après avoir vu mon monde imploser de façon spectaculaire, je réalise à quel point j'étais naïf. Je pensais pouvoir maintenir cet équilibre pour toujours. Le problème avec l'argent, surtout le genre de somme considérable que j'avais accumulé, c'est qu'il a une façon de se faire connaître tôt ou tard. C'est comme essayer de cacher un éléphant dans son salon en jetant un drap dessus.
Finalement, quelqu'un va remarquer l'énorme masse en forme d'éléphant qui occupe la moitié de l'espace. Mais à l'époque, assis dans ma petite bulle confortable d'anonymat, je pensais avoir tout compris. J'avais du succès sans le stress que tout le monde le sache. J'étais riche sans avoir la cible dans le dos qui accompagne généralement la richesse. J'avais une femme qui m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais lui acheter. La vie était belle, simple et sans complications. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour durer. J'aurais dû réaliser que la famille de Claire, avec ses racines de vieille fortune et ses tendances à l'ascension sociale, voudrait finalement m'entraîner dans leur monde d'apparence et de jeu de statut. Et j'aurais certainement dû le voir venir quand Claire a commencé à parler de me présenter à son oncle Léonard, le Golden Boy de la dynastie bancaire familiale. Mais bon, après coup, c'est toujours plus facile, n'est-ce pas? À l'époque, j'étais juste un gars qui avait travaillé dur, eu de la chance, et qui voulait profiter des fruits de son labeur en paix. Je ne savais pas que cette paix était sur le point de devenir un luxe très coûteux. Donc, me voilà, un jeudi soir, assis à la table de notre cuisine, en train de dévorer ce qui devait être les meilleures lasagnes que l'on puisse trouver à Paris. Claire avait ce talent incroyable pour transformer des ingrédients simples en quelque chose qui ferait pleurer de joie Philippe Etchebest. Je parle du genre de plat réconfortant qui vous fait oublier tous vos problèmes. J'allais juste me resservir pour la deuxième fois, d'accord, c'était la troisième, ne me jugez pas, quand Claire a lâché la bombe qui allait finalement faire exploser ma petite vie tranquille en 1 million de morceaux. Oh, au fait, dit-elle en enroulant ses pattes autour de sa fourchette comme si elle allait commenter la météo, mon oncle Léonard veut te rencontrer. Elle l'a dit si nonchalamment qu'on aurait dit qu'elle mentionnait que le facteur avait livré un colis. Je me suis arrêté en pleine bouchée, une fourchette de bonté fromagère en suspens quelque part entre l'assiette et ma bouche. Léonard, le banquier? Je savais exactement de qui elle parlait, bien sûr. Léonard Morrison, le prince héritier de l'empire bancaire Morrison, fils d'Antoine Morrison, qui dirigeait le Crédit Alpin comme si c'était sa tirelire personnelle. Claire l'avait mentionné en passant, généralement lorsqu'elle parlait de réunions de famille que j'avais commodément trouvé des excuses pour manquer. C'est bien lui. Claire hocha la tête, prenant une gorgée du vin que j'avais sorti de notre collection. Il a beaucoup de relations. Tu sais, son père dirige le Crédit Alpin, et Léonard est préparé pour prendre la relève. Ça pourrait être vraiment bien pour toi, chérie. Maintenant, c'est ici que je devrais probablement mentionner quelque chose d'important sur ma relation avec la famille de Claire. Il venait de ce que les gens aiment appeler la vieille fortune, le genre de richesse transmise de génération en génération comme un héritage familial, avec toutes les attitudes prétentieuses et les attentes sociales qui vont avec. Ils avaient des fonds en fiducie, des adhésions à des cercles privés et le genre d'arbre généalogique qui passionne les généalogistes. Pendant ce temps, je venais du genre de famille où un dîner chic signifiait qu'on se payait du ketchup de marque au lieu de la marque du magasin. Bien pour moi? Comment exactement, ai-je demandé, vraiment curieux de savoir où cela menait. D'après mon expérience, quand quelqu'un de la vieille fortune veut aider quelqu'un qui n'en vient pas, il y a généralement un piège quelque part dans les petits caractères. Claire se pencha en avant avec cette expression enthousiaste qu'elle prenait quand elle pensait avoir résolu tous mes problèmes. Eh bien, tu sais, le réseautage. Léonard connaît tout le monde dans le monde de la finance. Il pourrait te présenter à des clients potentiels, peut-être t'aider à développer ton entreprise de conseil. Tu parles toujours de faire grandir l'entreprise, non? L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Voilà ma femme, dans sa touchante naïveté, pensant que j'avais besoin d'aide pour développer un empire commercial qui s'étendait déjà sur plusieurs continents. C'était comme si quelqu'un offrait d'apprendre à Michael Jordan à jouer au basket. Mais comment pouvais-je expliquer cela sans révéler toute l'étendue de ce que j'avais construit? Claire savait que j'avais du succès. Elle voyait que nous vivions confortablement, que je ne stressais jamais pour l'argent, que je pouvais nous offrir de belles choses. Mais elle pensait que, succès, signifiait que je gagnais bien ma vie en tant que consultant, pas que je pouvais acheter et vendre la plupart des entreprises que Léonard considérait probablement comme impressionnantes. Je n'ai pas vraiment besoin de relations, chérie, dis-je prudemment, essayant de trouver le juste équilibre entre la vérité et la discrétion. L'entreprise se porte plutôt bien toute seule. Claire agita la main d'un air dédaigneux, comme si j'étais modeste sans raison. Oh, allez. Tout le monde peut avoir besoin de bonnes relations. De plus, Léonard est vraiment curieux à ton sujet. Je lui ai dit que tu es intelligent et travailleur, et il veut rencontrer l'homme qui m'a fait chavirer.
J'ai dû me retenir de rire à cela. Si Léonard ressemblait aux héritiers bancaires typiques avec lesquels je traitais dans mes affaires, il était probablement curieux à mon sujet de la même manière qu'un chat est curieux d'une souris, comme quelque chose d'amusant avec lequel jouer avant de passer à des choses plus importantes. Il est un peu direct, continua Claire, utilisant ce ton que les gens utilisent quand ils essaient de vous avertir de quelqu'un sans vraiment vous avertir. Mais ne le prends pas personnellement. C'est juste sa façon d'être. Une fois que vous commencerez à parler affaires, je suis sûr qu'il te respectera. Il respecte le succès, et tu as définitivement du succès. Encore une fois l'ironie. Si Léonard respectait le succès, il était sur le point d'en rencontrer plus qu'il ne pouvait en gérer. Mais Claire ne le savait pas, et quelque chose me disait que cette rencontre allait être une masterclass en suppositions et malentendus. De plus, ajouta Claire, s'échauffant sur son sujet, ce sera bien pour toi de rencontrer plus de gens de ma famille. Je sais que tu as évité certaines des réunions, mais Léonard est différent. Il a accompli quelque chose par son propre mérite, pas seulement en héritant de tout. J'ai failli m'étouffer avec mon vin à celle-là. D'après ce que j'avais entendu via le réseau de commérage de la famille de Claire, la plus grande réussite de Léonard était d'être né avec le bon nom de famille. Bien sûr, il travaillait à la banque, mais appeler ça, son propre mérite, c'était comme dire qu'un pilote de Formule 1 avait construit son propre circuit. Quand et où, ai-je demandé, pensant qu'il valait mieux en finir. De plus, il y avait une partie de moi, celle qui avait toujours aimé un bon défi, qui était curieuse de voir à quel point la famille Morrison avait la tête dans le cul. Ce samedi au Méridien, tu sais, ce restaurant de grillades en centre-ville. Le visage de Claire s'illumina comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde. Les parents de Léonard seront là aussi. Antoine et Marjorie. Ce sera parfait. Parfait. Bien sûr. Parce que rien ne dit, soirée parfaite, comme un dîner avec des gens qui jugent votre valeur en fonction de l'université que vous n'avez pas fréquentée et du cercle privé auquel vous n'appartenez pas. Ça a l'air génial, ai-je menti, me préparant déjà mentalement à ce qui allait sûrement être une soirée de condescendance à peine dissimulée et d'insultes à peine voilées. Je ne savais pas que je me dirigeais vers ce qui allait devenir la conversation de dîner la plus chère des 100 ans d'histoire du Crédit Alpin. Avec le recul, j'aurais dû faire confiance à mon instinct et trouver une excuse pour tout annuler. Mais parfois, la vie a une drôle de façon de vous mettre exactement là où vous devez être, même quand, là où vous devez être, est sur le point de devenir un désastre complet. Le samedi soir est arrivé plus vite qu'une facture d'impôt en avril, et me voilà, debout devant mon placard, essayant de décider quoi porter pour rencontrer la famille royale de la banque. Claire avait tourbillonné dans la maison toute la journée comme un colibri sous caféine, me donnant des suggestions utiles comme « assure-toi d'avoir l'air présentable » et « essaie de faire bonne impression », parce qu'apparemment. Elle pensait que je me présentais régulièrement à des dîners importants en ayant l'air de sortir d'une benne à ordures derrière un Franprix. J'ai opté pour ma tenue habituelle pour les occasions où je devais avoir l'air de m'en soucier sans donner l'impression d'en faire trop, chemise noire, blazer sombre et mon pantalon de ville le plus confortable. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui ne crie « Regardez-moi, je suis important », juste propre et sobre. Dans mon monde, si vous deviez annoncer votre succès par vos vêtements, vous n'étiez probablement pas aussi brillant que vous le pensiez. Le trajet jusqu'au Méridien fut silencieux, à l'exception du bavardage nerveux de Claire sur son excitation à l'idée que je rencontre enfin son oncle et ses parents. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point ce serait bon pour ma carrière et comment Léonard avait vraiment hâte de parler affaires avec moi. J'ai juste hoché la tête et fait les bruits appropriés tout en me préparant mentalement à ce qui, j'en étais presque sûr, allait être un exercice de patience. Le Méridien était exactement le genre d'endroit où l'on s'attendrait à voir traîner les gens de la vieille fortune, tout en boiserie sombre, éclairage tamisé, et le genre d'atmosphère qui murmure, si vous devez demander les prix, vous ne pouvez pas vous permettre de manger ici. L'hôtesse, une femme blonde qui semblait sortir d'un magazine sur les choses chères, nous a accueillis avec le genre de sourire professionnellement chaleureux mais personnellement froid. Nous rejoignons la table des Morrison, lui dit Claire, et je jure que le sourire de l'hôtesse est devenu environ 20% plus sincère. L'argent reconnaît l'argent, même quand ce n'est que son odeur qui flotte dans l'air. Elle nous a conduits à travers le restaurant jusqu'à une table d'angle où 3 personnes étaient déjà assises. Et laissez-moi vous dire, on aurait dit que le casting central les avait commandés pour un film sur les riches privilégiés. Il y avait Antoine Morrison, probablement au début de la soixantaine, avec des cheveux argentés coiffés au millimètre près et le genre de bronzage qui vient des hivers passés dans des endroits où le salaire annuel d'une personne moyenne ne couvrirait pas une semaine de vacances.
À côté de lui était assise Marjorie, sa femme, qui avait cette qualité intemporelle qui vient d'un accès illimité au meilleur chirurgien plasticien que l'argent peut acheter. Ces bijoux seuls coûtaient probablement plus cher que la plupart des voitures, et elle les portait avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui n'a jamais eu à vérifier son solde bancaire avant de faire un achat. Et puis il y avait Léonard. Oh, Léonard, le Golden Boy en personne, probablement de mon âge mais se comportant comme s'il était né avec une couronne. Il avait cette confiance particulière qui vient du fait de ne s'être jamais vu dire « non », pour quoi que ce soit d'important dans sa vie entière. Son costume coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, et il le portait comme une armure contre le commun des mortels. Ils se sont tous levés à notre approche, et je pouvais pratiquement sentir la température chuter alors que leurs yeux me dévisageaient. C'était comme regarder trois personnes réaliser simultanément qu'elles s'attendaient à un filet mignon et qu'on leur avait servi un cheeseburger à la place. Léonard, maman, papa, dit Claire avec une excitation évidente, voici mon mari, celui dont je vous ai parlé. J'ai tendu la main à Antoine en premier, car cela semblait être la chose polie à faire. Sa poignée de main était ferme mais brève, du genre qui dit « Je reconnais votre existence, mais ne vous mettez pas trop à l'aise ». Marjorie m'a offert une main qui donnait l'impression qu'elle avait peur que je contamine sa manucure. Et la poignée de Léonard était le genre de pression agressive que les hommes peu sur deux utilisent pour établir leur domination. « Veuillez vous asseoir », dit Antoine, désignant les chaises en face d'eux comme s'il m'accordait une audience. Nous n'avions même pas encore commandé de boisson, et je savais déjà que la soirée allait être longue. Le serveur est apparu presque instantanément. Apparemment, quand on est un Morrison, le service se fait à la vitesse de la lumière. Après avoir commandé les boissons, ils ont opté pour un vin cher tandis que je me suis contenté d'une bière parce que je suis un homme simple au goût simple. L'interrogatoire a commencé. Alors, dit Antoine en s'adossant à sa chaise avec l'air d'un juge se préparant à entendre une affaire, Claire nous dit que vous travaillez dans le conseil. C'est intéressant. En quoi conseillez-vous exactement? La logistique, principalement, ai-je répondu en prenant une gorgée de ma bière. Optimisation de la chaîne d'approvisionnement, amélioration de l'efficacité, ce genre de choses. Marjorie pencha la tête comme un oiseau perplexe. Oh, comme le transport? La façon dont elle a dit « transport » donnait l'impression que je lui avais dit que je gagnais ma vie en ramassant les ordures ou en nettoyant les égouts. Il y avait ce dégoût à peine dissimulé dans sa voix, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire que sa précieuse nièce avait épousé quelqu'un qui s'occupait de préoccupations aussi banales et prolétaires. Entre autres choses, oui, ai-je dit, gardant un ton neutre. C'est en fait plus complexe que la plupart des gens ne le réalisent. Chaîne d'approvisionnement mondiale, réglementations commerciales internationales, coordination logistique transfrontalière. Fascinant, interrompit Léonard, bien que son ton suggéra qu'il trouvait cela aussi fascinant que de regarder de la peinture séchée. Et où avez-vous étudié cela? Quelle université? Et voilà, la question que j'attendais, le contrôle des diplômes que les gens comme eux utilisaient toujours comme premier filtre pour savoir si quelqu'un valait leur temps. Je ne suis pas allé à l'université, ai-je dit simplement. Je suis entré directement dans le monde du travail après le lycée. Le silence qui suivit fut si complet qu'on aurait pu entendre une mouche voler dans le département voisin. Tous les trois me fixaient comme si j'avais annoncé que j'étais en fait un extraterrestre de Mars venu sur Terre pour étudier les rituels d'accouplement humain. Antoine se remit le premier, s'éclaircissant la gorge avec le genre de tout diplomatique qui devait bien le servir en conseil d'administration. Ah, eh bien, c'est assez entrepreneurial de votre part. La façon dont il a dit « entrepreneurial » montrait clairement qu'il voulait dire « stupide », mais qu'il était trop poli pour le dire directement. Les sourcils de Marjorie étaient montés si haut qu'ils se cachaient presque dans sa chevelure, et Léonard me regardait comme si j'étais un spécimen fascinant qu'il avait trouvé sous un microscope. Le regard qu'ils échangèrent tous les trois était le genre de communication silencieuse qui ne vient qu'après des années de snobisme partagé. C'était le regard qui disait « Oh, ma chérie, nous nous attendions à quelqu'un d'impressionnant, et à la place, nous avons eu ça. » Et c'est là, mesdames et messieurs, que j'ai su que cette soirée allait être absolument épique. Ce qui s'est passé ensuite ressemblait à une masterclass en guerre passive-agressive, sauf qu'au lieu d'être l'observateur, j'étais la cible assise au milieu du champ de bataille avec un œil de bœuf peint sur mon front. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait d'être lentement disséqué par des gens qui se considèrent comme vos supérieurs intellectuels, eh bien, attachez vos ceintures, car je vais vous donner une place au premier rang pour le spectacle. Marjorie fut la première à recharger son arme après ce silence nucléaire.
Elle m'a offert ce que je ne peux décrire que comme le genre de sourire que l'on ferait à un bambin qui vient d'annoncer fièrement qu'il a mangé ses propres crottes de nez. Oh, alors vous êtes autodidacte, dit-elle, sa voix dégoulinant du genre de sympathie habituellement réservée aux patients en phase terminale. C'est tellement courageux de votre part. Courageux, comme si j'avais gravi l'Everest en tonnes au lieu de choisir de sauter 4 ans d'études hors de prix pour commencer à gagner de l'argent réel. La façon dont elle l'a dit montrait clairement que dans son monde, autodidacte, était juste une façon polie de dire, trop pauvre et stupide pour une vraie école. Léonard, pour ne pas être en reste par rapport à sa mère dans l'art des insultes subtiles, laissa échapper un petit rire qui ressemblait à une hyène s'étouffant avec sa propre suffisance. Il se tourna vers son père avec le genre de geste théâtral digne d'un feuilleton. Oncle Antoine, pouvez-vous imaginer essayer de diriger une grande entreprise avec seulement un diplôme de fin d'études secondaires? Je veux dire, c'est vraiment assez rare de nos jours, n'est-ce pas? L'accent qu'il a mis sur « rare » montrait clairement qu'il voulait dire « impossible », mais essayait de paraître diplomate. C'était comme écouter quelqu'un dire « le pauvre », tout en planifiant simultanément vos funérailles. Antoine, qui était clairement le maître de ce sport familial particulier, hocha la tête sagement, comme si Léonard venait de faire une observation profonde sur la nature de l'intelligence humaine. En effet, Léonard. Dans l'environnement commercial complexe d'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une base éducative solide. HEC Paris enseigne des principes qui ne peuvent tout simplement pas être appris ailleurs. Ah oui, HEC Paris, l'endroit magique où ils vous apprennent apparemment comment perdre 7 milliards d'euros sans sourciller. Mais je m'avance un peu. Bien sûr, intervint Marjorie, apparemment pas contente de laisser les hommes s'amuser seuls. Il y a quelque chose de tout à fait rafraîchissant dans l'approche à l'ancienne. Si authentique, dit-elle. Authentique, de la même manière que la plupart des gens diraient, pittoresque, ou, adorable, comme si j'étais un joli petit projet d'art populaire qu'elle avait découvert dans une foire artisanale rurale. Claire, dans sa touchante ignorance, était assise là à siroter son vin comme si c'était une conversation de dîner parfaitement normale. De temps en temps, elle hochait la tête comme s'il discutait de la météo au lieu de démanteler systématiquement la crédibilité de son mari, un compliment déguisé à la fois. Vous savez, continua Léonard, s'échauffant sur son sujet comme un comique qui a trouvé son rythme, j'ai tellement de respect pour les gens qui s'en sortent sans les avantages d'une éducation appropriée. Ce doit être incroyablement difficile de rivaliser sur des marchés sophistiqués quand on est, comment dit-on? Au pifomètre? Au pifomètre. C'est ça. Parce qu'apparemment, transformer une éducation de niveau secondaire en un empire commercial international de plusieurs milliards d'euros n'était que pure chance et bon timing. Comme gagner à la loterie, sauf qu'au lieu d'acheter un ticket, j'avais réussi à devenir propriétaire de tout le système de loterie. Oh, absolument, acquiesça Marjorie avec enthousiasme. C'est si admirable quand les gens tirent le meilleur parti de leur situation. Je dis toujours à mon conseil d'administration caritatif que nous ne devrions pas sous-estimer ce que les gens peuvent accomplir, même avec des opportunités limitées. Opportunités limitées. Voilà. Le vrai coup de grâce. Dans leur esprit, je n'étais pas seulement sans instruction, j'étais une sorte de cas social qui avait réussi à se débrouiller pour vivre décemment malgré mon tragique manque de bonne éducation et de diplôme. Le serveur choisit ce moment pour revenir prendre nos commandes de dîner, et je jure qu'il pouvait sentir la tension à table. Il n'arrêtait pas de jeter des regards entre nous comme s'il regardait un match de tennis où un joueur se faisait massacrer mais continuait à se relever pour encaisser plus de coups. Après avoir commandé les bien sûr, ils ont tous pris les plats les plus chers du menu tout en faisant des commentaires subtils sur le fait que je devrais essayer le menu du déjeuner, c'est tout à fait raisonnable, la conversation a repris avec une vigueur renouvelée. Vous savez ce qui est vraiment impressionnant, cependant, dit Léonard en se penchant en avant avec un faux enthousiasme, c'est que vous ayez réussi à garder Claire heureuse sans pouvoir lui offrir le style de vie avec lequel elle a grandi. Cela demande une vraie créativité. Et voilà, la suggestion que j'étais une sorte de fardeau financier pour leur précieuse princesse. Peu importe que Claire vivait mieux avec moi qu'elle ne l'avait jamais fait avec son fonds en fiducie. Peu importe que notre maison soit plus belle que tout ce qu'elle avait jamais possédé auparavant. Dans leur esprit, si vous n'aviez pas le bon pédigré, vous ne pouviez pas subvenir adéquatement à ses besoins. Antoine hocha la tête en signe d'approbation à l'observation de son fils. Oui, l'amour triomphe de tout, comme on dit. Claire a toujours été notre petite romantique, prête à négliger les considérations pratiques pour les questions de cœur. Considérations pratiques,
comme le fait que je pouvais acheter et vendre tout leur cercle social avant le déjeuner et avoir encore assez d'argent pour acheter un petit pays pour le dessert. C'est tellement une chance, ajouta Marjorie avec ce même sourire condescendant, que Claire ait les ressources familiales sur lesquelles se rabattre si les choses deviennent difficiles. Nous prenons toujours soin des nôtres, n'est-ce pas, Antoine ? L'implication était limpide, lorsque cette petite expérience de mariage en dessous de sa condition échouerait inévitablement, il serait là pour ramasser les morceaux et trouver à Claire quelqu'un de plus convenable. Mais voici le truc quand on est assis là à écouter les gens parler de vous comme si vous étiez une sorte de mauvais payeur fauché qui a eu de la chance, ça vous donne beaucoup de temps pour réfléchir. Et ce à quoi je pensais, en regardant ces trois pontes arrogants se féliciter de leur éducation et de leur lignée supérieure, c'était à quel point tout cela allait être absolument hilarant lorsque la vérité éclaterait. Il pensait regarder un petit consultant qui s'était marié au-dessus de sa condition. Ce qu'il regardait en réalité, c'était quelqu'un qui pouvait mettre fin à la dynastie bancaire de leur famille d'un simple coup de fil. Mais patience, me disais-je. Laissez-les s'amuser. La nuit était encore jeune, et le meilleur était à venir. Au moment où nos steaks hors de prix sont arrivés et laissez-moi vous dire, pour ce qu'ils facturaient, ces vaches auraient dû être massées à la main par des top modèles suédoises et nourries exclusivement de champagne et de caviar. La conversation s'était installée dans un rythme aussi prévisible qu'exaspérant. La famille Morrison avait apparemment décidé que j'étais leur divertissement du soir, et ils étaient déterminés à extraire chaque goutte d'amusement en se moquant du pauvre paysan sans éducation qui avait réussi à piéger leur précieuse Claire dans le mariage. J'en étais à peu près à la moitié de mon entrecôte, qui était admittedly plutôt bonne malgré la compagnie, quand Antoine a décidé de se lancer dans ce qui était clairement l'un de ses sujets favoris, l'illustre histoire et l'importance suprême du Crédit Alpin. Vous savez comment certaines personnes collectionnent les timbres ou les voitures de collection ? Eh bien, Antoine collectionnait les occasions de se vanter de l'institution financière de sa famille comme si c'était la 8e merveille du monde. Vous savez, dit-il en coupant son steak avec la précision d'un chirurgien, le Crédit Alpin sert les familles les plus distinguées de cette communauté depuis plus d'un siècle maintenant. Nous ne sommes pas seulement une banque, nous sommes une pierre angulaire de la stabilité financière pour les gens qui comprennent la valeur de la tradition et de l'excellence. Léonard hocha la tête comme si son père prononçait un discours du général de Gaulle au lieu d'un argumentaire de vente d'entreprise. C'est exact, papa. Nous sommes très sélectifs quant à notre clientèle. Ce n'est pas la taille du compte qui compte. Enfin, pas entièrement. Il s'agit de maintenir des relations avec des familles qui partagent nos valeurs. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas éclater de rire à celle-là. Pas entièrement la taille du compte, hein ? Parce que je suis sûr qu'il refusait des milliardaires à tour de bras parce qu'ils n'avaient pas le bon pédigré. Marjorie tamponna ses lèvres avec sa serviette comme si elle posait pour un tableau. Oh oui, nous avons dû en refuser un certain nombre, disons, de nouveaux riches. Des gens qui pensent que juste parce qu'ils ont gagné de l'argent, ils méritent automatiquement l'accès à nos services. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la servir en dessert. Les voilà, parlant de « nouveaux riches », comme si c'était une sorte de maladie, alors que dans leur esprit, j'étais apparemment si bas sur l'échelle sociale que je ne me qualifiais même pas pour le statut de nouveau. J'étais juste pauvre. Je suppose que c'est fascinant, en fait, continua Léonard, s'amusant clairement, comment certaines personnes pensent que la banque ne concerne que les dépôts et les retraits. Elles ne comprennent pas que ce que nous fournissons est bien plus que cela. C'est du prestige, des relations, l'accès à des opportunités qui ne sont tout simplement pas disponibles pour tout le monde. Antoine leva son verre de vin comme s'il s'apprêtait à porter un toast. Exactement, mon fils. Le Crédit Alpin n'est pas seulement l'endroit où vous gardez votre argent, c'est une déclaration sur qui vous êtes et ce que vous avez accompli dans la vie. Maintenant, j'étais assis là depuis près de 2 heures, encaissant leurs conneries avec un sourire et la patience d'un saint. Mais quelque chose dans ce commentaire particulier, la suffisance, l'auto-importance, le mépris total pour quiconque ne répondait pas à leurs normes arbitraires a finalement réussi à m'irriter. C'est drôle que vous mentionniez ça, dis-je en posant ma fourchette et en m'adossant à ma chaise. Je pensais justement à déplacer mes comptes ailleurs. L'effet fut immédiat et hilarant. Tous les trois s'arrêtèrent de mâcher comme si je venais d'annoncer que je projetais de cambrioler leur précieuse banque au lieu de simplement emmener mes affaires ailleurs. Les sourcils d'Antoine se levèrent si vite que j'ai craint qu'ils n'atteignent la vitesse de libération. Oh, dit Marjorie, essayant de paraître décontractée mais échouant de manière spectaculaire. Et pourquoi donc ? J'ai haussé les épaules, jouant la carte de la nonchalance. Je regarde juste ce qu'il y a,
vous savez, voir ce que les autres banques ont à offrir. Peut-être trouver un endroit qui est un peu plus. Comment avez-vous dit? Accueillant pour différents types de clients. Léonard, qui était en train de siroter son vin, a littéralement reniflé. Pas une petite toux polie, mais un vrai reniflement bruyant, avec du liquide qui sortait de son nez. Il a rapidement attrapé sa serviette pour nettoyer le désordre, mais pas avant de me lancer un regard qui était à la fois amusement et condescendance. « Oh, s'il vous plaît », dit-il une fois remis de son incident de reniflement de vin. « Allez-y, déplacez votre compte. Je suis sûr que perdre un compte courant ordinaire ne fera pas exactement un trou dans nos livres. » Compte courant ordinaire. Oh, doux et naïf Léonard. Si seulement tu savais que mon compte courant ordinaire contenait assez d'argent pour acheter ta précieuse banque 3 fois et avoir encore assez pour de belles vacances. Antoine, se sentant apparemment exclu de la fête, a décidé d'en rajouter une couche. Oui, Léonard a tout à fait raison. Le Crédit Alpin ne dépend pas des petits porteurs pour son succès. Nous traitons en milliards, pas en. Eh bien, quel que soit ce avec quoi vous travaillez. Petit porteur. Milliards. L'homme me servait pratiquement de l'or comique sur un plateau d'argent. J'étais là, assis en face du président du Crédit Alpin pendant qu'il se vantait de traiter en milliards et me qualifiait de « petit porteur ». C'était comme regarder quelqu'un se vanter de sa force tout en cherchant la bagarre avec un membre des forces spéciales sans le savoir. Des milliards, hein, ai-je dit, prenant une autre gorgée de ma bière. C'est impressionnant. Oh oui, intervint Marjorie, ne voulant apparemment pas être laissée pour compte dans le sport familial de la comparaison financière. Antoine a fait passer les actifs sous gestion du Crédit Alpin à plus de 15 milliards d'euros. Nous sommes l'une des banques régionales les plus prospères du pays. 15 milliards. J'ai dû faire un effort considérable pour garder une expression neutre à ce chiffre. Voyez-vous, voici ce qui rendait ce moment si absolument délicieux dans ma situation particulière, mon compte principal au Crédit Alpin, celui qu'il rejetait si nonchalamment comme insignifiant, contenait 7 milliards d'euros d'actifs liquides. Sans compter mes placements à long terme, mes investissements internationaux ou les divers autres comptes que j'avais répartis dans différentes institutions. En d'autres termes, mon unique compte courant ordinaire représentait près de la moitié de l'ensemble des actifs sous gestion de leur banque. Mais ils ne le savaient pas. Dans leur esprit, j'étais juste un type ordinaire avec peut-être quelques milliers d'euros à mon nom. Léonard se pencha en avant avec la même expression suffisante qu'il avait arborée toute la soirée. Vous savez quoi? Je suis curieux maintenant. Que faudrait-il exactement pour garder votre clientèle? On parle de supprimer des frais mensuels? D'offrir quelques chéquiers gratuits. La condescendance dans sa voix était si épaisse qu'on aurait pu l'étaler sur du pain. Des chéquiers gratuits. L'homme m'offrait des chéquiers gratuits comme si j'étais un cas social. Je lui ai souri en retour, et pour la première fois ce soir-là, c'était un sourire complètement sincère. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis sûr que vous avez raison. La perte de mon compte ne se remarquera probablement même pas sur votre radar. Et c'est à ce moment-là, mes amis, que j'ai décidé qu'Antoine Morrison et sa famille arrogante étaient sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur le fait de faire des suppositions. Le trajet de retour du Méridien était plus silencieux qu'un cortège funèbre. Sauf qu'au lieu de pleurer la mort de quelqu'un, je planifiais tranquillement l'assassinat financier de toute une dynastie bancaire. Claire était assise sur le siège passager, fredonnant une mélodie qu'elle avait entendue à la radio plus tôt, complètement inconsciente du fait que son mari venait de se voir déclarer la guerre par sa propre famille. Et que le dit mari s'apprêtait à riposter avec l'équivalent économique d'une arme nucléaire. Eh bien, ça s'est bien passé, dit Claire joyeusement alors que nous entrions dans notre allée. Elle avait cette capacité incroyable à réécrire l'histoire en temps réel, transformant ce qui avait clairement été un désastre en une sorte de victoire sociale. Je pense qu'ils t'ont vraiment apprécié une fois qu'ils ont appris à te connaître. Je la fixai un instant, me demandant si nous avions assisté au même dîner ou si elle avait été transportée dans une dimension alternative où sa famille n'avait pas passé toute la soirée à me traiter comme quelque chose qu'ils avaient raclé sous leurs chaussures. Vraiment? C'est ce que tu retiens de ce soir? Oh, allez, dit-elle en agitant la main d'un air dédaigneux alors que nous marchions vers la porte d'entrée. Tu sais comment ils sont. Ils sont juste exigeants avec les gens. Mais une fois que tu auras fait tes preuves, ils changeront d'avis. Faire mes preuves. C'est ça. Parce qu'apparemment,
construire un empire commercial de plusieurs milliards d'euros à partir de rien n'était la preuve de rien, sauf de mon manque de pédigré. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et nous sommes entrés. Claire a immédiatement enlevé ses talons en soupirant de soulagement. J'ai les pieds en compote. Ces chaussures sont magnifiques, mais ce sont des instruments de torture déguisés. Claire, dis-je en la suivant dans le salon, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ce soir. Elle se retourna avec cette expression légèrement exaspérée qu'elle prenait quand elle pensait que je dramatisais trop quelque chose. Qu'y a-t-il? Écoute, je sais qu'ils peuvent être un peu intenses parfois, mais c'est leur façon d'être. Ils ne le pensent pas à mal. Ils m'ont traité de déchet sans éducation, Claire, pendant 2 heures d'affilée. Pas du tout, protesta-t-elle, bien que sa voix ait cette légère incertitude qui signifiait qu'elle savait très bien que si. Ils étaient juste curieux de ton parcours. Il n'y a rien de mal à ça. Curieux? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ton oncle m'a offert des chéquiers gratuits comme si j'étais un cas social. Ta tante a parlé de moi comme si j'étais un spécimen fascinant du mauvais côté de la barrière. Et ton cousin a agi comme si ma simple existence était une insulte à sa précieuse banque. Claire s'est affalée sur le canapé et m'a lancé le genre de regard qu'on ferait à un enfant qui fait une crise pour une broutille. Tu es beaucoup trop sensible. Et alors s'ils ont posé des questions sur ton éducation? Et alors s'ils ont fait quelques blagues? C'est comme ça que les familles riches fonctionnent. Elles testent les gens. Ce n'est pas personnel. Pas personnel. Mon Dieu. Si ce n'était pas personnel, je n'oserais pas imaginer ce qu'ils considéraient comme une attaque directe. Ils ont suggéré que tu t'encanaillais en m'épousant, ai-je souligné. Ils ont insinué que ta famille devrait nous soutenir financièrement lorsque ma petite entreprise ferait inévitablement faillite. En quoi ce n'est pas personnel, exactement? Oh, s'il te plaît, dit Claire en levant les yeux au ciel d'une manière qui me donnait envie de crier. Il plaisantait, c'est tout. Tu dois apprendre à accepter une blague. De plus, ce n'est pas comme si tu ne faisais jamais de blagues sur les autres. Et voilà, le moment où j'ai réalisé que ma femme, la femme que je pensais connaître mieux que quiconque au monde, n'avait absolument aucune idée de qui elle avait réellement épousé. Elle a vu les taquineries, la condescendance, les insultes à peine voilées, et sa réponse était que je devais simplement encaisser comme un bon petit paysan. D'accord, dis-je lentement. Accepter une blague. Compris. Je me suis dirigé vers le chariot-bar dans le coin de notre salon et je me suis versé un généreux verre de whisky. Non pas que j'avais besoin de courage liquide pour ce que j'allais faire, mais parce que certains moments de la vie nécessitent un accompagnement cérémoniel approprié, et celui-ci en était définitivement un. Écoute, dit Claire, son ton s'adoucissant comme si elle pensait pouvoir arranger les choses avec un peu de sympathie, je sais que ce soir a probablement été éprouvant. Ma famille peut être difficile à gérer au début, mais ce sont de bonnes personnes, et une fois qu'ils verront à quel point tu as du succès, ils t'apprécieront. À quel point j'ai du succès, ai-je répété. C'est ça. Exactement. Une fois que tu commenceras à faire des affaires avec Léonard, une fois qu'ils verront à quel point tu es intelligent et capable, ils réaliseront qu'ils t'ont mal jugé. Ça prend juste du temps. J'ai bu une gorgée de mon whisky et j'ai regardé ma femme. Je l'ai vraiment regardée et j'ai réalisé qu'elle était tout aussi ignorante que sa famille. Elle pensait que, succès, signifiait gagner décemment sa vie en tant que consultant. Elle n'avait aucune idée que son mari pouvait acheter et vendre la précieuse banque de toute sa famille comme s'il s'agissait d'une voiture d'occasion. Eh bien, dis-je enfin, j'ai pris une décision concernant le Crédit Alpin. Oh, bien. Claire s'est immédiatement redressée. Tu vas organiser une réunion avec Léonard? Je savais que tu finirais par accepter. Cela pourrait être vraiment génial pour ton entreprise. En fait, dis-je en savourant le moment, j'ai décidé de fermer tous mes comptes là-bas. De tout transférer vers des banques à l'étranger. Le silence qui suivit fut si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Claire me fixait comme si je venais d'annoncer que je projetais de rejoindre le cirque ou de devenir un yodeleur professionnel. Tu vas faire quoi, dit-elle, enfin. Fermer mes comptes. Déplacer mon argent. Tout. Mais pourquoi? C'est complètement insensé. As-tu la moindre idée du nombre d'affaires que tu pourrais obtenir grâce aux relations de Léonard? J'ai dû en rire. Fais-moi confiance, chérie. Je n'ai pas besoin des relations de Léonard. C'est ridicule,
dit Claire en se levant et en commençant à faire les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Tu jettes une opportunité incroyable parce que tes sentiments ont été blessés. Ce n'est pas comme ça que les affaires fonctionnent. Mes sentiments ont été blessés, ai-je répété. C'est de ça qu'il s'agit, selon toi. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Écoute, je comprends. Ils n'ont pas été exactement chaleureux et accueillants ce soir, mais tu ne peux pas laisser l'orgueil entraver des décisions commerciales intelligentes. Déplacer tes comptes ne leur fera pas de mal. Ça ne fera de mal qu'à toi. J'ai fini mon whisky et j'ai posé le verre sur la table basse. On verra bien. Le lendemain matin, alors que Claire dormait encore pour évacuer sa frustration de la veille, j'ai appelé mon conseiller financier. Marc Chénier gérait mon portefeuille depuis près d'une décennie, et il était l'une des rares personnes à comprendre réellement toute l'étendue de ce que nous gérions. Marc, dis-je quand il décrocha, il est temps de tout sortir du Crédit Alpin. Chaque compte, chaque investissement, chaque centime. Je veux que tout soit transféré à nos partenaires étrangers dans les 2 prochaines semaines. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Tout. C'est un mouvement important. Es-tu sûr de toi? Absolument certain, dis-je. Et Marc, assure-toi qu'ils le sentent passer. 2 semaines. C'est tout ce qu'il a fallu pour que mon petit acte de vengeance financière se transforme en ce que je ne peux décrire que comme l'équivalent bancaire d'une catastrophe naturelle. 14 jours à partir du moment où j'ai passé cet appel à Marc, et le Crédit Alpin est passé de rejeter avec suffisance mon compte insignifiant à ce qui, j'en suis presque sûr, était une dépression nerveuse collective. Le premier signe que quelque chose se passait est arrivé un mardi matin. J'étais assis dans mon bureau à domicile, sirotant mon café et examinant quelques rapports trimestriels de mes participations européennes, quand mon téléphone a commencé à vibrer comme une guêpe en colère. Pas un seul appel. Nous parlons d'une attaque de communication à grande échelle qui aurait rendu jalouse une entreprise de télémarketing. Le premier appel venait de Claire, et elle était pratiquement en hyperventilation au téléphone. « Que as-tu fait » exigea-t-elle, sautant directement les politesses comme « bonjour » ou « bonne journée, chérie ». « Bonne journée à toi aussi, ma chérie », dis-je en m'adossant à ma chaise. « Je passe une journée agréable. Merci de demander. Et toi ? N'ose même pas faire le malin avec moi maintenant, lâcha-t-elle. Léonard m'a appelé il y a 20 minutes. Il avait l'air. Je ne sais même pas comment le décrire. Paniqué. Terrifié. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ? Je dois admettre qu'entendre que Léonard était paniqué m'a procuré une sensation de chaleur et de bien-être meilleure que n'importe quelle tasse de café. Je t'ai dit ce que j'allais faire. J'ai déplacé mes comptes. Tes comptes ? La voix de Claire monta d'environ 3 octaves. On parle de combien d'argent, au juste ? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a recommencé à vibrer avec un autre appel. Léonard lui-même, selon l'identification de l'appelant. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Attends une seconde, chérie. Je pense que ça pourrait être important. J'ai basculé sur l'autre ligne. Bonjour, Léonard. Comment se passe ta matinée ? Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ? La voix de Léonard était si aiguë qu'on aurait dit qu'il avait aspiré de l'hélium. Fini le ton suave et condescendant de notre dîner. C'était de la panique pure et sans mélange. Surveille ton langage, Léonard, dis-je, m'amusant beaucoup. Ce n'est pas une façon pour un professionnel de la banque de parler à un ancien client. Ancien client ? Tu as déplacé 7 milliards. 7 milliards. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? 7 milliards. L'entendre prononcer le chiffre à voix haute était presque aussi satisfaisant que la panique dans sa voix. J'ai déplacé mon argent dans une banque qui apprécie ma clientèle. N'est-ce pas ce que tu m'as suggéré de faire ? Ce n'est pas une blague. Léonard criait presque maintenant. Tu as déclenché une crise de liquidité. Nous avions cet argent investi, à effet de levier, immobilisé dans des prêts. Tu ne peux pas simplement retirer ce genre de capital du jour au lendemain. Oh, mais apparemment, je le pouvais, et je l'avais fait. C'est drôle avec l'argent, Léonard. Quand c'est le tien, c'est toi qui décides où le garder. La ligne est restée silencieuse un moment, et je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans le cerveau de Léonard alors qu'il essayait de trouver comment réparer ce merdier.
Quand il a repris la parole, sa voix était tombée à ce que je suppose être un ton raisonnable de « trouvons un accord ». Écoute, je pense qu'il y a eu un malentendu. Peut-être qu'on a mal commencé l'autre soir. Pourquoi ne viendrais-tu pas et on pourrait en discuter comme des hommes d'affaires raisonnables? Des hommes d'affaires raisonnables, ai-je répété. C'est la meilleure, venant de quelqu'un qui a passé 2 heures à me dire que j'étais trop peu éduqué pour comprendre comment fonctionnent les vraies affaires. Avant que Léonard puisse répondre, la voix de mon assistante est passée par l'interphone. Monsieur, j'ai Antoine Morrison sur la ligne 3. Il dit que c'est urgent. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas éclater de rire. Léonard, je vais devoir te laisser. Ton père appelle. Attends, ne. J'ai raccroché et je suis passé à la ligne 3. Antoine, dis-je joyeusement. Quelle agréable surprise. 2 fois en une journée, j'ai l'occasion de parler à la famille Morrison. La voix d'Antoine était beaucoup plus contrôlée que celle de son fils, mais je pouvais entendre la tension sous le calme professionnel. Monsieur Grant, je crois qu'il y a eu une sorte d'erreur avec le transfert de votre compte. Aucune erreur, dis-je. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Je vois. Eh bien, peut-être pourrions-nous organiser une réunion pour discuter de cette situation. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement qui soit bénéfique pour tout le monde. Bénéfique pour tout le monde, ai-je songé. Vous savez, c'est exactement ce que j'espérais lors de notre dîner l'autre soir. C'est drôle comme les perspectives changent quand la situation s'inverse. Il y eut une longue pause avant qu'Antoine ne reprenne la parole, et quand il le fit, sa voix avait perdu toute prétention de politesse décontractée. Monsieur Grant, vous devez comprendre la gravité de cette situation. Le retrait de cette somme de capital a des implications sérieuses, non seulement pour notre banque, mais pour toute notre économie régionale. Vraiment? Mais je pensais que le Crédit Alpin traitait en milliards. Perdre un petit compte d'un petit porteur comme moi ne devrait même pas se remarquer sur votre radar, j'en suis sûr. Une autre pause. Plus longue cette fois. Peut-être, dit Antoine prudemment, avons-nous sous-estimé l'étendue de vos intérêts commerciaux. Sous-estimé. C'était une façon de le dire. Peut-être bien. Mon téléphone a vibré avec encore un autre appel. Cette fois, c'était à nouveau mon assistante. Monsieur, j'ai Marjorie Morrison sur la ligne 4. Elle est. Eh bien, elle pleure. Elle pleure. La femme qui avait passé une soirée entière à me traiter comme quelque chose qu'elle avait trouvé collé à sa chaussure pleurait maintenant parce que la banque de sa famille implosait. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Antoine, dis-je, on dirait que votre famille passe une sacrée journée. Peut-être que vous devriez aller voir comment ils vont. Ce n'est pas fini, dit Antoine, et pour la première fois, j'ai entendu une vraie colère dans sa voix au lieu de la panique. Vous avez absolument raison, ai-je répondu. Ce n'est pas fini. Après avoir raccroché, je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé par la fenêtre ma pelouse parfaitement entretenue. Quelque part en ville, la famille Morrison passait probablement la pire journée de sa vie privilégiée, regardant son empire bancaire centenaire vaciller au bord de l'effondrement parce qu'ils avaient décidé de se moquer du mauvais gars au dîner. La voix de mon assistante est revenue par l'interphone. Monsieur, il y a quelqu'un du conseil d'administration du Crédit Alpin. Il dit qu'ils ont convoqué une réunion d'urgence. J'ai regardé ma montre. Il n'était même pas encore midi, et le conseil d'administration du Crédit Alpin était déjà en mode crise. Marc m'avait prévenu que retirer 7 milliards d'euros du jour au lendemain causerait des problèmes, mais même moi, je ne m'attendais pas à un tel niveau de chaos aussi rapidement. Dites-lui que j'arrive tout de suite, dis-je en ajustant ma cravate. Il était temps d'aller voir une dynastie bancaire s'effondrer en temps réel. Et le meilleur dans tout ça? Le spectacle ne faisait que commencer. Entrer dans le bâtiment principal du Crédit Alpin, c'était comme pénétrer dans une zone de guerre où la guerre se menait avec des calculatrices et des crises de panique au lieu de fusils et de bombes. Le hall, qui bourdonnait normalement de l'efficacité tranquille des professionnels de la finance vacants à leurs occupations, avait l'énergie frénétique d'une salle d'urgence lors d'un carambolage. Des employés se précipitaient avec des piles de papier, les téléphones sonnaient sans arrêt, et je pouvais voir plus d'une personne qui semblait sérieusement envisager de mettre à jour son CV. La réceptionniste, une jeune femme qui gagnait probablement plus en un an que les parents de la plupart des gens, leva les yeux vers moi avec le genre d'expression désespérée habituellement réservée aux personnes qui viennent de voir leur maison brûler.
Monsieur Grant, ils vous attendent dans la salle du conseil principal. 32e étage, batterie d'ascenseur sur votre droite. Je les remerciai et me suis dirigé vers les ascenseurs, passant devant des groupes d'employés qui avaient des conversations pressées à voix basse. J'ai saisi des bribes de mots comme « crise de liquidité »,« protocole d'urgence » et « comment diable est-ce arrivé ?» C'était comme traverser l'équivalent financier d'un site de catastrophe naturelle. Le trajet en ascenseur jusqu'au 32e étage fut probablement la minute et demie la plus longue de ma vie, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que j'essayais si fort de ne pas éclater de rire que je me donnais presque un anévrisme. Au moment où les portes se sont ouvertes, je m'étais suffisamment ressaisi pour avoir l'air convenablement sérieux pour ce qui allait être la réunion d'affaires la plus satisfaisante de toute ma carrière. La salle du conseil était exactement ce que l'on attendrait d'une banque centenaire essayant de prouver son importance, tout en boiserie sombre, des fauteuils en cuir qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des voitures. Et des peintures à l'huile de type blanc mort qui avaient apparemment été très importants à un moment donné de l'histoire de la banque. Mais l'atmosphère dans la pièce était tout sauf impressionnante. On se sentait plus dans un salon funéraire où tout le monde se disputait encore sur la cause du décès. Antoine Morrison était assis en bout de table, l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis notre dîner 2 semaines plus tôt. Ses cheveux argentés habituellement parfaits étaient légèrement ébouriffés, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux qui suggéraient qu'il n'avait pas bien dormi. Marjorie était assise à sa droite, son maquillage de créateur faisant de son mieux pour cacher ce qui semblait être une véritable détresse. Et Léonard. Oh, Léonard avait l'air d'avoir été percuté par un camion, puis d'avoir eu le même camion qui lui était passé dessus en marche arrière, avant de se garer sur sa poitrine pour faire bonne mesure. « Monsieur Grant », dit Antoine en se levant alors que j'entrais dans la pièce. Sa voix était soigneusement contrôlée, mais je pouvais entendre la tension sous-jacente. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. » « Bien sûr », dis-je en prenant le siège en face d'eux comme s'il s'agissait d'une simple réunion d'affaires au lieu de l'apocalypse financière que j'avais déclenchée à moi tout seul. Je dois dire que c'est un lieu bien plus agréable que notre dernière conversation. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper à la tronçonneuse. Antoine s'éclaircit la gorge et se rassit, les mains jointes sur la table comme s'il essayait de les empêcher de trembler. « Monsieur Grant, nous. C'est-à-dire, je crois que nous vous devons des excuses. » Des excuses. De la part d'Antoine Morrison. L'homme qui avait passé une soirée entière à parler de moi comme si j'étais une sorte de parasite financier s'excusait maintenant. Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 semaines que ce moment arriverait, je lui aurais suggéré de consulter un professionnel. Des excuses pourquoi, exactement, ai-je demandé, parce que je voulais l'entendre le dire. Je voulais entendre chaque mot de leur aveu qu'ils avaient merdé de façon spectaculaire. La mâchoire d'Antoine se contracta, mais il continua. Nous regrettons nos commentaires antérieurs. Ils étaient inappropriés et non professionnels. Inappropriés et non professionnels, ai-je répété lentement. C'est une façon de décrire le fait de passer 2 heures à se moquer de l'éducation de quelqu'un et à le traiter de fardeau financier. Marjorie, qui était assise là avec l'air d'assister à sa propre exécution, prit enfin la parole. Nous ne voulions pas, c'est-à-dire, nous étions justes. Elle s'interrompit, apparemment incapable de trouver les mots qui expliqueraient adéquatement leur comportement. De quels commentaires parlons-nous spécifiquement, ai-je continué, parce que je m'amusais beaucoup trop pour les laisser s'en tirer facilement. Ceux sur le fait que je suis trop peu éduqué pour diriger une entreprise. Ceux sur le fait que mon argent n'est pas à la hauteur. Ou peut-être ceux sur le fait que Claire a besoin du soutien financier de votre famille lorsque ma petite entreprise de conseil fera inévitablement faillite. Léonard, qui fixait la table comme si elle contenait les secrets de l'univers, leva enfin les yeux. Son visage était pâle, et quand il parla, sa voix se cassa comme celle d'un garçon de 13 ans. Nous ne savions pas. Je veux dire, nous n'avions aucune idée de l'ampleur de votre situation financière. Et voilà, l'aveu que j'attendais. Ils n'étaient pas désolés d'avoir été des salauds, ils étaient désolés d'avoir été des salauds avec quelqu'un qui s'est avéré être plus riche qu'eux. Donc, vous n'êtes pas désolé d'avoir maltraité quelqu'un, dis-je. Vous êtes désolé d'avoir maltraité la mauvaise personne. Antoine leva la main comme s'il essayait d'arrêter un train en fuite. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Nous sommes sincèrement désolés pour notre comportement, quelles que soient les circonstances. Les circonstances ? J'ai ri. C'est comme ça qu'on appelle 7 milliards d'euros maintenant ? Des circonstances ?
Le chiffre flottait dans l'air comme une bombe nucléaire qui venait d'être larguée sur la table. J'ai regardé la pleine réalité de ce qui s'était passé s'installer sur eux comme une lourde couverture. 7 milliards. Près de la moitié des actifs totaux sous gestion de leur banque, partis du jour au lendemain parce qu'ils avaient décidé de jouer à des jeux de statut avec le mauvais type. Les mains de Marjorie tremblaient maintenant. Monsieur Grant, nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Il doit y avoir un moyen de résoudre cette situation d'une manière qui convienne à tout le monde. Résoudre cette situation, ai-je dit. Vous voulez dire la situation où votre banque est maintenant au bord de l'effondrement parce que vous avez supposé que j'étais une sorte de cas social? Léonard se pencha en avant, désespéré. Écoutez, on a merdé. On l'admet. On avait tort sur toute la ligne. Mais retirez votre argent comme ça. Ça ne nous fait pas seulement du mal à nous. Il y a des gens innocents qui travaillent ici, des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé au dîner. Cela m'a fait réfléchir un instant. Il avait raison. Il y avait probablement des centaines d'employés au Crédit Alpin qui étaient maintenant menacés de chômage parce que leur patron souffrait de cas terminaux d'élitisme merdique. Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont ils avaient parlé de moi, de la condescendance, du dégoût à peine dissimulé, et ma sympathie s'est évaporée comme la rosée du matin. Tu sais quoi, Léonard? Tu as tout à fait raison. Il y a des innocents qui vont souffrir à cause de ça. Mais voilà le truc, ils ne souffrent pas parce que j'ai déplacé mon argent. Ils souffrent parce que toi et ta famille êtes apparemment trop stupides pour diriger une banque sans insulter vos plus gros clients. Le visage d'Antoine devenait de plus en plus rouge à la minute. Monsieur Grant, qu'attendez-vous exactement de nous? Qu'est-ce que je voulais? C'était une sacrée bonne question. Je voulais qu'ils comprennent ce que ça faisait d'être méprisés et rabaissés. Je voulais qu'ils réalisent que leur siècle de privilèges hérités ne les rendait pas meilleurs que quiconque. Je voulais qu'ils apprennent que les actions ont des conséquences, même quand on est riche et bien placé. Mais surtout, je voulais qu'ils se tortillent encore un peu avant de décider si j'allais ou non détruire complètement l'héritage de leur famille. J'étais sur le point de répondre à la question d'Antoine sur ce que je voulais exactement d'eux et laissez-moi vous dire que j'avais quelques idées très créatives en tête quand la porte de la salle du conseil s'est ouverte avec le genre de timing dramatique dont les scénaristes d'Hollywood rêvent. Toute la pièce s'est tournée pour regarder, et je jure qu'on aurait pu entendre une mouche voler dans le département voisin. Entra Michel Barré, président du conseil d'administration du Crédit Alpin. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur Michel, ce type était de la vieille école de la royauté bancaire. On parle d'un homme qui prenait des décisions financières avant même que certains de ces gens ne soient nés, qui avait survécu à plus de krachs boursiers que la plupart des gens n'avaient vu de film. Et qui commandait le genre de respect qui faisait que les banquiers adultes se mouillaient quand il entrait dans une pièce. Mais voici ce qui rendait ce moment absolument parfait, Michel Barré et moi, on se connaissait depuis longtemps. Pas de manière décontractée, du genre, on s'est rencontrés une fois à une conférence, mais du genre, on a fait des affaires internationales sérieuses ensemble pendant des années. Nous avions travaillé sur des accords commerciaux qui impliquaient de déplacer plus d'argent à travers les frontières que le PIB total de certains pays. Il savait exactement qui j'étais et exactement ce que je valais, au centime près. Michel, dis-je en me levant avec un sourire sincère se dessinant sur mon visage. Quelle agréable surprise. L'effet sur la famille Morrison fut immédiat et spectaculaire. Le visage d'Antoine est passé du rouge au blanc si vite que j'ai craint qu'il ne fasse une sorte d'urgence médicale. La bouche de Marjorie s'est littéralement ouverte comme si elle était un personnage de dessin animé qui venait de voir quelque chose d'impossible. Et Léonard, pauvre Léonard, avait l'air de venir de voir son monde entier s'effondrer en temps réel, ce qui, à bien y penser, était exactement ce qui se passait. Michel s'est approché et m'a serré la main avec le genre de poignée ferme et respectueuse que deux égaux échangent lorsqu'ils ont fait des affaires sérieuses ensemble. Heureux de vous revoir, même si je dois dire que j'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances. De meilleures circonstances, ai-je répété, jetant un coup d'œil à la famille Morrison, qui nous fixait tous comme si nous parlions en hiéroglyphes anciens. Eh bien, les circonstances ont une façon de s'arranger, n'est-ce pas? Michel a regardé autour de la table Antoine, Marjorie et Léonard, et j'ai pu voir quelque chose changer dans son expression. Ce n'était pas tout à fait de la colère, Michel était trop professionnel pour ça, mais c'était définitivement de la désapprobation du plus haut niveau. Nous devons parler, dit-il à Antoine, mais son-on suggérait que c'était moins une demande qu'un ordre direct de l'homme qui pouvait le renvoyer d'un coup de fil. Bien sûr, Michel,
dit Antoine, essayant de retrouver un peu de sang-froid. Nous étions justement en train de discuter de la situation avec Monsieur Grant. La situation, dit Michel lentement, comme s'il goûtait quelque chose de désagréable. C'est comme ça qu'on appelle ça? Il se tourna vers moi avec une expression qui était à la fois des excuses et du contrôle des dommages professionnels. Je veux que vous sachiez que le conseil n'avait absolument aucune connaissance de la manière dont notre personnel traitait l'un de nos plus importants clients. Plus important client. Les mots flottaient dans l'air comme une enseigne au néon annonçant l'échec total et absolu de la famille Morrison à faire son travail de base. Je pouvais voir le visage de Léonard passer par environ 17 émotions différentes, pour finalement se situer quelque part entre l'humiliation et la prise de conscience naissante que sa carrière était probablement terminée. Le plus important, murmura Marjorie, comme si elle avait peur de le dire trop fort au cas où cela le rendrait plus réel. Michel la regarda avec le genre d'expression que l'on donnerait à un enfant qui vient de demander pourquoi le ciel est bleu. Madame Morrison, la banque de votre mari gère le portefeuille de Monsieur Grant depuis près d'une décennie. Son compte représente, il fit une pause, faisant apparemment un calcul mental, environ 47% des actifs totaux sous gestion du Crédit Alpin. 47%. Putain de merde. Même moi, je n'avais pas réalisé que c'était autant. Je veux dire, je savais que 7 milliards d'euros, c'était beaucoup d'argent, mais l'entendre formuler en ces termes près de la moitié de toute leur banque, c'était magnifique. C'était de la poésie. La voix de Léonard sortit à peine plus qu'un croassement. Attendez, vous connaissez personnellement le président? Je regardais Léonard comme s'il venait de demander si l'eau était mouillée. Léonard, Michel et moi travaillons ensemble sur des projets de commerce international depuis des années. Nous avons déplacé plus d'argent à travers les frontières que la plupart des pays ne voient dans leur budget annuel. Nous avons collaboré sur des accords impliquant des chaînes d'approvisionnement pharmaceutique d'Asie du Sud-Est, des transferts de technologies entre des entreprises européennes et américaines, et des réseaux logistiques qui s'étendent sur 3 continents, ajouta Michel. Décidant apparemment que la famille Morrison avait besoin que toute l'étendue de leur connerie leur soit expliquée dans les moindres détails. Monsieur Grant n'est pas seulement un client, c'est l'un des hommes d'affaires internationaux les plus sophistiqués avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Le silence qui suivit fut le genre de silence complet et écrasant qui se produit généralement juste après que quelqu'un a largué une bombe nucléaire. Antoine me fixait comme si je venais de me faire pousser des ailes et d'annoncer que j'étais en fait un extraterrestre de Mars. Marjorie avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Et Léonard. Léonard avait l'air de mettre mentalement à jour son CV tout en planifiant simultanément son suicide. Mais vous n'êtes pas allé à l'université, dit faiblement Marjorie, comme si c'était une sorte de défense contre la réalité qui s'effondrait autour d'eux. Non, dis-je joyeusement. Je n'y suis pas allé. Il s'avère qu'on n'a pas besoin d'un diplôme prestigieux pour construire un empire commercial international de plusieurs milliards d'euros. Qui l'eût cru? Michel se tourna pour regarder la famille Morrison avec une expression qui aurait pu geler de la lave. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien. Vous avez traité l'un de nos clients les plus précieux avec mépris parce que vous avez supposé que son parcours scolaire le rendait, quoi? Indigne de votre attention? Ce n'était pas comme ça, commença Antoine, mais Michel leva une main qui le fit taire plus vite qu'un interrupteur. En fait, laissez-moi vous dire exactement comment c'était, dit Michel, sa voix devenant plus froide à chaque mot. Vous avez jeté un coup d'œil à un homme qui a rapporté plus de revenus à cette banque que n'importe quel autre client unique de notre histoire, vous avez décidé qu'il n'était pas assez bien pour votre cercle social, et vous avez procédé à vous moquer de lui pendant toute une soirée. C'est à peu près ça, n'est-ce pas? Personne ne répondit. Probablement parce que diable pouvait-il dire? Oui, nous sommes exactement aussi stupides et arrogants. Michel continua, n'ayant apparemment pas terminé sa démolition verbale de la dynastie Morrison. Avez-vous la moindre idée de ce que cela va nous coûter? Pas seulement la crise de liquidité immédiate, mais les dommages à notre réputation. La nouvelle se répand déjà dans la communauté financière que le Crédit Alpin a chassé un client de plusieurs milliards d'euros à cause de préjugés personnels. Michel, dit désespérément Antoine, nous pouvons sûrement trouver une solution. Ce n'est qu'un malentendu. Un malentendu, répéta Michel. Antoine, tu es dans la banque depuis 30 ans. Dis-moi, à ton avis professionnel, que penses-tu qu'il arrive aux banques qui insultent leurs plus gros clients? La bouche d'Antoine bougea, mais aucun son ne sortit. Il ressemblait à un poisson sorti de l'eau qui s'étouffait lentement sur la terre ferme.
Michel se retourna vers moi, et son expression s'adoucit considérablement. Je veux que vous sachiez que le conseil prend cette affaire très au sérieux. Il y aura des conséquences. Quel genre de conséquences, ai-je demandé, vraiment curieux de savoir comment cela allait se dérouler. Eh bien, dit Michel en jetant un coup d'œil à la famille Morrison, pour commencer, Antoine va démissionner de son poste de président de la banque, avec effet immédiat. Le conseil a perdu confiance en sa capacité à gérer les relations avec les clients. Antoine émit un son comme s'il venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Démissionner de son poste de président n'était pas seulement perdre un emploi, c'était perdre l'héritage familial, le statut social, tout ce que le nom Morrison avait construit au cours du siècle dernier. Et Léonard, continua Michel en se tournant vers le Golden Boy qui paraissait de moins en moins doré à la minute, votre poste de chef de département est résilié à compter d'aujourd'hui. Effet immédiat. Le visage de Léonard passa par environ 6 nuances de pâleur différentes avant de se stabiliser sur quelque chose qui ressemblait à du vert autour des branchies. Vous ne pouvez pas. Je veux dire, ce n'est pas entièrement de ma faute. En fait, Léonard, c'est entièrement de votre faute, dit Michel avec le genre de précision calme qui montrait clairement que cette décision était finale. Vous avez dîné avec l'un de nos plus importants clients et avez décidé de vous moquer de son parcours au lieu de le traiter avec le respect qu'il méritait. Ce n'est pas seulement non professionnel, c'est d'une stupidité catastrophique. Marjorie, qui était assise là avec l'air de regarder son monde entier s'effondrer au ralenti, retrouva enfin sa voix. Tout cela est complètement disproportionné. Ce n'était qu'une conversation de dîner. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas tout le temps. Michel la regarda comme si elle venait de suggérer que la gravité était facultative. Madame Morrison, votre conversation de dîner vient de coûter à cette banque 7 milliards d'euros et a potentiellement déclenché la pire crise financière de l'histoire de notre entreprise. Je ne suis pas sûr de voir comment cette situation pourrait être plus proportionnée. Je devais l'admettre à Michel. Il savait comment administrer une raclée professionnelle avec style. Regarder la famille Morrison réaliser que leur siècle de privilèges hérités n'allait pas les sauver des conséquences de leur propre arrogance était mieux que n'importe quel film que j'avais jamais vu. Alors, que se passe-t-il maintenant, demanda Antoine, sa voix à peine plus qu'un murmure. Michel le regarda un long moment avant de répondre. Maintenant, vous videz votre bureau, vous rassemblez vos affaires personnelles, et vous essayez de trouver comment expliquer au cercle social de votre femme pourquoi le nom de la famille Morrison n'est plus associé au Crédit Alpin. Et c'est à ce moment-là, mesdames et messieurs, qu'une dynastie bancaire centenaire a officiellement pris fin, tuée par rien de plus que de mauvaises manières et la supposition que l'argent sait toujours d'où il vient. 1 mois. C'est tout ce qu'il a fallu pour que l'empire bancaire centenaire de la famille Morrison s'effondre complètement comme un château de cartes dans un ouragan. 30 jours à partir du moment où Michel Barré a fait tomber le coup près sur Antoine et Léonard, et le Crédit Alpin est passé du statut de pilier de la communauté financière locale à celui de compte moral que les écoles de commerce enseigneraient probablement pendant les 50 prochaines années. Les retombées ont été absolument spectaculaires à observer, et je ne vais pas mentir, j'ai savouré chaque minute. Vous connaissez ce sentiment que vous avez lorsque vous regardez un très bon film et que le méchant reçoit enfin ce qu'il mérite? C'était comme ça, sauf qu'au lieu de le regarder sur Netflix, j'avais des places au premier rang pour la vraie chose. La démission d'Antoine est devenue officielle dans les 48 heures suivant notre réunion au conseil d'administration. L'homme qui avait passé une soirée entière à me sermonner sur l'importance d'une éducation appropriée et des relations sociales s'est retrouvé à mettre à jour son profil LinkedIn pour la première fois en 3 décennies. Le conseil ne lui a pas seulement demandé de démissionner, ils l'ont pratiquement éjecté du bâtiment avec une catapulte d'entreprise. Les rumeurs dans le milieu financier disaient que son indemnité de départ était à peu près aussi généreuse qu'une contravention de stationnement. Et sa réputation dans le monde bancaire était à peu près équivalente à celle de quelqu'un qui aurait été pris en train de détourner des fonds d'une œuvre de charité pour enfants. La chute professionnelle de Léonard fut encore plus satisfaisante, si c'était possible. Le Golden Boy qui s'était moqué de moi pour mon diplôme de fin d'études secondaires s'est retrouvé à apprendre ce que c'était que d'être au chômage avec un CV qui incluait désormais, a fait fuir le plus gros client de la banque par pure arrogance, comme sa plus récente réalisation. J'ai entendu par Claire, à l'époque où nous nous parlions encore, qu'il avait été mis sur liste noire de toutes les grandes institutions financières de la région. Apparemment, quand vous coûtez 7 milliards d'euros à une banque par votre propre stupidité, les autres banques ont tendance à vous considérer comme un passif. Mais la vraie cerise sur le gâteau de cette vengeance fut ce qui est arrivé à Marjorie.
La femme qui avait passé tout notre dîner à me traiter comme un spécimen fascinant du mauvais côté de la barrière a découvert que son statut social était directement lié à la position professionnelle de son mari. Quand Antoine est tombé en disgrâce, elle est tombée avec lui. Les adhésions au club de golf, les postes au conseil d'administration d'œuvres caritatives, les invitations à tous les événements sociaux, importants, tout s'est évaporé plus vite que l'eau dans le désert. J'ai entendu dire qu'elle avait essayé de maintenir sa position en prétendant que tout n'était qu'un malentendu, mais apparemment l'élite sociale locale n'y croyait pas. Rien ne tue votre réputation dans la haute société comme le fait d'être marié au type qui a détruit une banque centenaire par de mauvaises manières. La banque elle-même a réussi à survivre, de justesse, mais ce n'était plus la même institution que la famille Morrison avait construite. Michel Barré et le conseil ont dû faire appel à des capitaux d'urgence d'investisseurs étrangers, restructurer toute leur équipe de direction et reconstruire l'entreprise à partir de zéro. Ils ont gardé le nom de Crédit Alpin, mais tout le monde dans le monde de la finance savait que c'était essentiellement une organisation complètement différente portant la peau de l'ancienne. Et Claire. Eh bien, c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Et par « intéressante », je veux dire que ça s'est transformé en le genre de drame personnel qui aurait fait pleurer de joie les producteurs d'un feuilleton. Environ une semaine après la réunion du conseil, Claire est rentrée d'un déjeuner avec ses amis avec l'air d'avoir été percutée par un camion transportant de mauvaises nouvelles. Elle est entrée dans notre salon, où je lisais un livre sur les réglementations du commerce international, lecture légère, je sais, et elle est restée là à me fixer comme si elle me voyait pour la première fois. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, sans aucun préambule. « Qu'est-ce qui est vrai ?» ai-je répondu, bien que j'ai une assez bonne idée de la direction que cela prenait. « L'argent. » Tout. Le mari de Sarah Dubois travaille au Crédit Alpin, et il lui a dit. Il lui a dit des choses sur tes comptes que je ne peux même pas, elle s'interrompit, apparemment incapable de terminer la phrase. J'ai posé mon livre et j'ai regardé ma femme. Je l'ai vraiment regardé et j'ai réalisé que c'était le moment où notre mariage allait soit survivre, soit complètement imploser. Qu'est-ce que le mari de Sarah Dubois lui a dit spécifiquement? Il a dit que tu avais 7 milliards d'euros dans cette banque. 7 milliards. Avec un M, elle l'a dit comme si elle annonçait que j'avais été diagnostiqué avec une maladie en phase terminale. Il a dit que tu es l'un de leurs plus gros clients depuis des années. Que tu possèdes des entreprises partout dans le monde. Que tu es. Riche, en fait, ai-je suggéré. Prospère? Tout ce que tu pensais que je n'étais pas. Claire s'est assise lourdement sur le canapé, comme si ses jambes l'avaient lâchée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Comment as-tu pu ne pas me dire quelque chose comme ça? C'était une question juste, et que je m'étais beaucoup posée dernièrement. Parce que j'aimais être marié à quelqu'un qui m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais lui acheter. Parce que j'appréciais d'avoir une femme qui ne voyait pas des signes d'euro quand elle me regardait. Mais j'avais le droit de savoir, protesta-t-elle. Nous sommes mariés. Les gens mariés ne se gardent pas de secrets comme ça. Vraiment, ai-je demandé. Parce que tu semblais parfaitement à l'aise avec le secret que ta famille pensait que j'étais un déchet. Tu es restée assise là pendant 2 heures pendant qu'ils se moquaient de moi et tu n'as rien dit. Tu m'as dit que j'étais trop sensible, que je devais apprendre à accepter une blague. Alors, pardonne-moi si je ne suis pas entièrement convaincu de ton engagement envers l'honnêteté dans ce mariage. Cela l'a fait taire pendant environ 30 secondes, ce qui a peut-être été un nouveau record. Quand elle a finalement repris la parole, sa voix était différente, plus dure, plus calculatrice. As-tu la moindre idée à quel point je suis humilié? Toute ma famille est la risée de tout le monde à cause de ce que tu as fait. La carrière d'Antoine est terminée, Léonard ne trouve de travail nulle part, et ma mère m'appelle en pleurant tous les jours pour me dire que tu as détruit le nom de la famille. Et voilà. Pas de, je suis désolé que ma famille t'ait traité horriblement. Pas de, j'aurais dû te défendre. C'était, comment as-tu pu humilier ma famille comme ça? Elle était plus préoccupée par la réputation de la famille Morrison que par le fait que son mari avait été systématiquement insulté et rabaissé par les personnes qui étaient censées l'accueillir dans leur famille. Ta famille s'est détruite elle-même, dis-je calmement. Je n'ai fait que fournir les conséquences de leurs actions. Des conséquences? La voix de Claire monta d'environ 3 octaves. Tu as détruit leur vie. Antoine a travaillé toute sa carrière pour construire cette banque, et tu l'as démolie en 2 semaines parce que tes sentiments ont été blessés. Mes sentiments ont été blessés. Encore. Après tout ce qui s'était passé,
Après avoir vu l'empire financier de sa famille s'effondrer parce qu'il ne pouvait pas se donner la peine de me traiter avec une décence humaine de base, elle pensait toujours que c'était une question de sentiments blessés. Claire, dis-je en me levant et en marchant vers la fenêtre qui donnait sur notre pelouse parfaitement entretenue, veux-tu savoir la partie vraiment triste de tout ça? Quoi, demanda-t-elle, bien que son ton suggéra qu'elle n'était pas vraiment intéressée par mon point de vue. La partie vraiment triste, c'est que rien de tout cela n'aurait dû arriver. Si ta famille m'avait simplement traité comme un être humain, même pas avec respect, juste avec une courtoisie humaine de base, nous serions tous en train de dîner ensemble à Noël cette année. Antoine dirigerait toujours sa banque, Léonard aurait toujours son travail, et Marjorie serait toujours la reine de son petit cercle social. Je me suis retourné pour la regarder. Mais au lieu de ça, ils ont décidé de passer une soirée entière à faire des blagues sur mon éducation, mon parcours et ma valeur en tant qu'être humain, et tu es resté là à laisser faire. Pire que ça, tu m'as dit que j'avais tort d'être contrarié. Claire est restée silencieuse un long moment, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Quand elle a finalement parlé, sa voix était froide, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Alors, que se passe-t-il maintenant? Tu t'attends à ce que je fasse semblant que tu n'as pas humilié toute ma famille? Tu penses qu'on peut simplement revenir à la normale après ça? La normale? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Claire, il n'y a pas de retour à la normale après ça. Ta famille m'a montré exactement ce qu'elle pense de moi, et tu m'as montré exactement où se situent tes loyautés. La question n'est pas de savoir si nous pouvons revenir à la normale. La question est de savoir s'il reste quelque chose vers quoi revenir. La procédure de divorce a commencé 2 semaines plus tard. Claire a affirmé que j'avais humilié sa famille et qu'il lui était impossible de maintenir son statut social. Je lui ai rappelé que sa famille s'était humiliée elle-même et que peut-être elle devrait reconsidérer ce qui était réellement important dans la vie. Nous nous sommes mis d'accord pour ne pas être d'accord, et nos avocats se sont occupés du reste. Le règlement fut, disons, généreux. J'ai donné à Claire assez d'argent pour maintenir le style de vie qu'elle voulait, ainsi que la maison et à peu près tout ce qu'elle demandait. Non pas parce que je me sentais coupable de ce qui était arrivé à sa famille, mais parce que j'ai réalisé que s'accrocher à quelqu'un qui valorisait plus le statut social que la loyauté, c'était comme essayer de retenir de l'eau avec ses mains nues. Le truc drôle avec l'argent, et je veux dire vraiment drôle, pas seulement ironique, c'est qu'une fois que les gens savent que vous en avez, tout change. Soudain, je recevais des invitations à des galas de charité, des opportunités d'investissement et des événements sociaux auxquels je n'avais jamais été invité auparavant. Des connaissances professionnelles qui avaient à peine reconnu mon existence étaient soudainement mes meilleurs amis. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et m'avait transformé d'un invisible inconnu au type le plus populaire de la ville. Mais voici ce que j'ai appris de toute cette expérience: quand les gens ne veulent vous connaître qu'à cause de votre compte en banque, vous n'êtes pas réellement populaire. Vous êtes juste un distributeur de billets ambulants. Les invitations, les amitiés, les opportunités d'affaires, tout dépendait de ce que je pouvais faire pour les autres, pas de qui j'étais en tant que personne. Alors, j'ai fait ce que toute personne rationnelle ferait dans cette situation. J'ai gardé ma richesse exactement là où elle avait toujours été, travaillant tranquillement en arrière-plan pendant que je vivais ma vie selon mes propres termes. J'ai acheté une maison plus petite dans un autre quartier de la ville, j'ai continué à conduire ma voiture fiable et à porter des jeans et des chemises confortables parce que c'est qui j'étais, pas qui mon argent disait que je devais être. Aujourd'hui, quand je passe devant une agence du Crédit Alpin, et oui, elles existent toujours, bien qu'elles ne soient que l'ombre d'elles-mêmes, je ne peux m'empêcher de sourire. Non pas parce que j'ai détruit une famille ou ruiné des carrières, mais parce que j'ai appris quelque chose de précieux sur la nature humaine. Les gens vous jugeront sur la base des critères les plus superficiels imaginables, et ils vous traiteront en conséquence. Mais l'argent, le vrai argent, a une drôle de façon de révéler qui sont vraiment les gens quand les masques tombent. La famille Morrison pensait qu'un diplôme de fin d'études secondaires signifiait que je n'étais personne de digne d'intérêt. Ils ont appris, au prix de 7 milliards d'euros et de leur héritage familial, que l'éducation et la valeur ne sont pas la même chose. Parfois, les leçons les plus importantes sont les plus chères, et parfois, les personnes qui ont le plus besoin de les apprendre sont celles qui peuvent le moins se permettre les frais de scolarité. Et de temps en temps, la justice a vraiment le sens de l'humour.